Bonsoir à toutes et à tous et bonne année. Au nom de la rédaction de Public Sénat, je vous souhaite le meilleur pour 2026. On va continuer de prendre du recul, de donner du sens à cette actualité qui promet malheureusement d'être toujours aussi chaotique. Première démonstration avec l'image du jour. Cette image choque l'ancien président du Venezuela, Nicolás Maduro, tête basse à sa descente de l'hélicoptère avant d'être présenté à un juge de New York. Donald Trump piétine le droit international et veut faire de l'Amérique latine son précaré. Quelles sont les conséquences de ce premier coup de force de l'année? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, ce compte à rebours. Dans moins de 70 jours, ce sera déjà le premier tour des élections municipales. 10 semaines pour décortiquer les enjeux du scrutin pour les partis politiques. On commence avec le Rassemblement national. Je pense qu'il est évidemment important pour nous de s'investir sur les municipales, pour continuer à faire nos preuves, pour aussi préparer les élections sénatoriales. Et puis, c'est autant de points d'ancrage pour les élections présidentielles et législatives qui viennent. Quels sont les atouts et les faiblesses du parti lepéniste pour réussir son ancrage territorial? Ne ratez pas notre premier débat spécial municipal. Ce sera dans 3 quarts d'heure et vous pouvez réagir évidemment comme tous les soirs avec notre QR code. Posez vos questions. Je serai votre porte-parole auprès de nos invités, notamment sur cette démonstration de force du président Trump. Comparution en mondovision du dictateur Maduro devant la justice américaine. Fabien Recker. Menotté, escorté par des hommes en armes, Nicolás Maduro en route vers un tribunal new-yorkais. 3 jours après son enlèvement spectaculaire, le président déchu du Venezuela et son épouse comparaissent devant un juge, accusés notamment de narcoterrorisme par la justice américaine. Menée sans l'aval du Congrès et au mépris du droit international, la capture de Nicolás Maduro place le Venezuela sous tutelle américaine, affirmait cette nuit Donald Trump. Ne me demandez pas qui commande, car ma réponse sera très controversée. Cela veut dire que c'est nous qui sommes aux commandes. À Caracas, pourtant, la nouvelle présidente par intérim réunissait hier un conseil des ministres montrant le gouvernement au travail. Delcy Rodriguez, ancien bras droit de Nicolás Maduro dont elle exige la libération, a tenté un geste d'apaisement. Nous accordons la priorité à des relations internationales équilibrées et respectueuses entre les États-Unis et le Venezuela, fondées sur l'égalité souveraine et la non-ingérence. Dans un Venezuela plongé dans l'incertitude totale, des manifestants pro-régime dénonçaient hier le coup de force américain. À tous ceux qui tentent de continuer à intimider notre peuple, nous ne sommes la cour arrière de personne. Le Venezuela se respecte. Présentée comme une opération anti-drogue par les États-Unis, l'éviction de Nicolás Maduro pourrait permettre l'accès aux ressources pétrolières du Venezuela pour les compagnies américaines, comme s'en félicitait Donald Trump lui-même au lendemain de l'opération. Et on se demande si Donald Trump peut tout se permettre. Je vous présente mes invités, nos premiers invités de l'année 2026. Maud Kessar, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes directrice du domaine espace transatlantique Russie à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous êtes spécialiste des politiques étrangères des États-Unis, des guerres de l'information. Et puis vous venez de publier une étude sur la puissance sans principe géopolitique du Trumpisme. Justement pour l'IRSEM, on est au cœur de notre débat. Jean-Jacques Kourliansky, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, heureux de vous accueillir également. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes à la Fondation Jean Jaurès. J'accueille Ben Barnier, bonsoir. Bienvenue à vous, grand reporter à France Télévisions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Anne-Charlène Bézina, bonsoir Anne-Charlène. Bonsoir Comme Thomas. tous les lundis, éditorialiste pour Sciences Publiques et toujours constitutionnaliste. Et on ne change rien pour tout. Et ça va nous être bien utile pour les deux parties de l'émission, évidemment. Peut-être une question un peu judiciaire et en même temps géopolitique, Maud Kessar. Que risque Nicolás Maduro, on vient de voir les images comme ça, spectaculaires évidemment, Donald Trump sait faire du spectacle télévisuel, de son arrivée à New York avec sa femme. Que risque-t-il ? Il est présenté devant un juge, là. Alors la première chose, et vous l'avez rappelé dans votre question, c'est que comme on est dans une opération de politique spectacle, et qui est une opération plus de police qu'une opération militaire, en fait, la première chose que risque Maduro, c'est l'humiliation. Et je pense que celle-ci est parfaitement
complètement clair. Ensuite, c'est là où tout va se jouer et où justement la justification par le droit va être particulièrement intéressante dans un pays où tout est juridique. Comment, en fait, donc les partisans de l'administration Trump vont pouvoir justifier face quand même à peut-être un simulacre de cour de justice, puisque Maduro va être représenté également. Comment ils vont pouvoir justifier en fait cette arrestation au motif de narcoterrorisme. Et là, je pense qu'il y a un point qui est quand même assez intéressant, si on regarde ce qui s'est passé ces 20 dernières années aux États-Unis, c'est que l'équipe Trump utilise en fait tout le vocabulaire, la terminologie juridique, voire les documents juridiques qui ont servi donc après le 11 septembre, au moment des attentats donc contre les tours jumelles, pour le faire leur et l'utiliser quand il s'agit de parler de narcotrafic et donc par contamination simplement idéologique et politisée de narcoterrorisme. Ouais. Est-ce que, Nicolas, alors on ne va pas rentrer dans la sémantique de Donald Trump tête baissée, mais quand même, est-ce que Nicolas Maduro est à la tête d'un narco-État ? Bon, c'est peu probable. Le plus probable, c'est qu'effectivement, il se passe des choses, mais au point d'en faire le grand représentant du narcotrafic en Amérique latine, et sans parler de narcoterrorisme, le croisement des termes, pour avoir un impact médiatique maximal en Amérique latine, ailleurs aussi dans le monde, mais en Amérique latine, il y a un certain nombre de pays, le Mexique, le Pérou, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, qui sont directement liés au trafic des stupéfiants. Beaucoup plus que le Venezuela. C'est un justificatif de circonstance qui veut noyer son chien, l'accuse à la rage. Aussi simple que ça. Mais c'est quand même un pays qui vit en partie, je pose une question volontairement un peu naïve, mais qui vit en partie du trafic de drogue. Oui, comme la Colombie, le Mexique, les pays que j'ai déjà cités, ou d'autres en Asie ou en Afrique. Donc c'est... Bon, regardez les arguments qui ont été utilisés par Donald Trump pour bombarder le Nigeria, qui est un État africain pétrolier, comme... Ça, on va parler de l'enjeu pétrolier, évidemment. La défense des chrétiens. Bon, je vais dire à l'un de vos confrères sur une autre chaîne de télévision, il n'a pas bombardé le Burkina Faso, où il y a également des chrétiens qui se font assassiner, mais il n'y a pas de pétrole au Burkina Faso. Bon. Ouais, effectivement. L'enjeu pétrolier, on va vraiment y consacrer du temps dans ce débat. Je reviens sur l'image, Ben Barnier, de Nicolas Maduro, là, cette tête basse, la descendante de l'hélicoptère. Évidemment, Donald Trump, il envoie là un message à l'Amérique latine, mais pas seulement, au monde entier avec cette image. Il envoie un message à l'Amérique latine, au monde entier et aussi à ses électeurs. Oui. J'ai couvert l'élection de Trump déjà en 2016, son élection qui n'a pas abouti en 2020, en 2024. Et on disait souvent, cette politique-là, c'est un show business. Donc c'est de l'argent, et vous le disiez très bien avec les enjeux du pétrole, et c'est un show. C'est un spectacle à tel point que ce week-end, Trump a dit... Moi, j'ai suivi ça depuis ma télé, j'ai suivi ça en direct. Mais qu'est-ce qu'il a suivi ? Il n'a pas suivi ce que faisaient nos confrères sur CNN ou Fox. Non, il avait un live feed, comme on dit à la télé, il avait des images en direct des forces spéciales américaines et il suivait ça depuis son canapé et il a apprécié ce spectacle. Donc il y a un message qui est... Allez, on va se régaler un petit peu, c'est mon cadeau de bonne année. Donc là, je parle pour la partie américaine et pour répondre directement à votre question, évidemment, en Amérique latine, il envoie ce message qu'il va être l'homme fort, que s'il a décidé d'abattre quelqu'un, il va le faire, ou en tout cas de le retirer, le déposer du pouvoir. Il faut savoir que Nicolas Maduro, c'est quand même une obsession de Trump, pas depuis 2024, sa réélection, mais déjà depuis 2018. Donc il était dans le viseur. On l'a vu d'ailleurs quelques jours avant cette capture. Maduro a dit, OK, on peut peut-être discuter avec les États-Unis, visiblement. C'était trop tard. Anne-Charlène. Déjà, pour être clair, le principe du narcoterrorisme n'existe pas. Vous le disiez, c'est une fiction juridique qui emprunte au vocabulaire du terrorisme, qui est issu du Patriot Act, comme vous disiez, en 2001, qui est déjà un droit d'exception. Donc on rajoute une exception à un droit d'exception. Et là, on en vient à un deuxième point, c'est qu'en fait, on est en train de violer le principe de l'égalité des peines, qui est aussi ancien que César Beccaria, c'est 15e siècle. En fait, on se dit, on ne peut être contraint qu'à une peine qu'on connaît et qu'on comprend. Sauf que là, en fait, quand vous nous posez la question, à quoi va-t-il être condamné ? Mais on ne peut pas le savoir, étant donné qu'on ne
sait pas sur quelle infraction il est arrêté. Donc le quantum de la peine aux États-Unis, les peines se cumulant, peut aller jusqu'à 120 ans en réalité. Donc c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Après, il y a un autre point, c'est qu'on parlait justement des ressources du Venezuela. Le principe du narcotrafic, c'est presque un principe de business intérieur. C'est-à-dire que si l'État n'a pas choisi de pénaliser cette action, alors elle est pénale, mais de nettoyer au sein de son État, eh bien, États-Unis au moment de la prohibition, mafia italienne, on peut multiplier les idées. Ça crée finalement quelque chose de parallèle sur lequel seul l'État a une prise et pas les États-Unis. Alors on parlait des électeurs, merci beaucoup Anne-Charlotte, des électeurs américains et notamment de la base MAGA de Donald Trump. Est-ce qu'elle est forcément satisfaite d'une opération comme celle-là ou des opérations extérieures d'un Donald Trump? Je pense qu'on l'a déjà largement commenté et c'est tout ce qui peut être amusant à observer pour nous de ce côté de l'Atlantique, c'est que dans les piliers de l'Amérique MAGA, on a les complotistes, les nationalistes et les ultra-religieux. Et aujourd'hui, ce sont les voix complotistes, avec Marjorie Taylor Greene, mais pas seulement. On a eu Laura Loomer aussi, qui rappelle les contradictions du Trumpisme et qui rappelle que les Américains n'ont pas voulu élire un président qui allait les emmener dans des opérations extérieures dont la majorité de la population américaine se dit fatiguée. C'est ce qu'on a appelé les phénomènes de war fatigue après les campagnes et les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Et aujourd'hui, c'est Marjorie Taylor Greene qui peut dire pourquoi aller chercher le président Nicolas Maduro alors qu'on aurait pu aller chercher bien d'autres responsables en fait de ce qui gangrène en fait aussi le pays, à savoir la consommation effective de drogue dure sur l'ensemble du territoire américain. Donc mon point, c'est qu'aujourd'hui la base MAGA se fracture avec ceux-là même que l'on croyait incohérents, les complotistes, et qui portent une forme de cohérence ou qui portent la contradiction à Donald Trump. Je trouve qu'il y a là une forme d'ironie. Il prend un risque politique, si je vous entends bien, avec ce type d'opération, Donald Trump. Il prend un risque politique. Intérieur, un risque politique intérieur. Il faut toujours comprendre que, de toute façon, toutes les actions de Trump sont des prolongements de la politique intérieure qui sont projetés dans la politique internationale, et que les risques qu'il prend en politique intérieure sont aussi des risques qu'il prend en politique internationale. Ici, en envoyant un signal fort, pas simplement aux dirigeants d'Amérique latine, mais aux Chinois, aux Russes et aux Iraniens. C'est quand même une prise de risque fort qui peut se retourner aussi contre son électorat. Car évidemment, si les Chinois ou les Iraniens ou les Russes venaient à se fâcher, cela pourrait peut-être inquiéter aussi l'électorat de Donald Trump. Oui, et puis il y a la question de celles et ceux qui tiennent le pouvoir au Venezuela aujourd'hui, Jean-Jacques Kourlianski, parce que Donald Trump a beau dire, c'était l'une des phrases qu'on a entendues dans notre sujet d'ouverture, nous sommes aux commandes, il dit ça dans l'avion présidentiel, en répondant à des questions de journalistes, sauf que pour l'instant, la vice-présidente qui est devenue présidente par intérim, c'est une émanation du système Chavez-Maduro. C'est encore ça qui tient le pouvoir, enfin ce groupe qui tient le pouvoir. Il a effectivement surpris, il a pris à contre-pied une partie de ses soutiens républicains, notamment le secrétaire d'État, qui est représentatif des migrants et des émigrés qui sont installés à Miami, cubains, vénézuéliens, en ciblant Maria Corina Machado, qui avait reçu un coup de pouce du comité Nobel, qu'il a sanctifié. Donc comme représentante une opposante à Maduro qui a eu le prix le dernier Nobel de la paix. Et si vous vous rappelez le commentaire qu'a fait la Maison-Blanche après la désignation de Maria Corina Machado comme prix Nobel de la paix en tant que représentante de l'opposition démocratique au Venezuela, il a dit le comité Nobel fait de la politique. Et il a confirmé ce point de vue il y a quelques heures en disant non, Maria Corina Machado ne représente rien, n'a pas le pouvoir réel au Venezuela. Ce qui veut dire que finalement, c'est ce qu'a confirmé d'ailleurs de façon assez spectaculaire la manchette du quotidien espagnol El País aujourd'hui. Trump confirme la présence au pouvoir du chavisme. C'était la manchette d'El País, et effectivement, à sa façon, c'est-à-dire qu'il a à la fois dit je vais négocier avec cette dame, avec la vice-présidente, qui s'appelle Delcy Rodriguez, que c'est un interlocuteur, Delcy Rodriguez, qui est un interlocuteur valable. Elle a été ministre des hydrocarbures, donc ceci expliquant peut-être cela, mais attention.
attention, elle reste, je lui fais un cadeau, mais il faut qu'elle fasse ce que je vais lui dire. Sinon, elle va prendre, elle aussi, des retombées aussi brutales que celles de son président qui a été enlevé le 3 janvier. Et on en revient aux enjeux pétroliers. C'est vraiment dans une minute, mais peut-être une réaction sur la rue vénézuélienne, parce que, on pourrait imaginer, je ne sais pas quel est l'état de l'opposition, est-ce qu'elle est muselée, est-ce qu'il y a une opposition populaire ou politique qui aurait pu profiter de l'occasion pour s'exprimer. Pour l'instant, je crois que ça n'a pas lieu. Voilà. Alors déjà, l'opposition au Venezuela, elle n'est pas au Venezuela. Je parle sous elle a dû s'exiler. Mais pour ce qui est de González, qui avait, selon d'ailleurs même l'Élysée, les autorités françaises avaient gagné les élections de 2024, mais qui ont été volées par Maduro. Lui est en Espagne à ma connaissance. Quant à Machado, vous le disiez, prix Nobel de la paix, on ne sait pas où elle est. À ma connaissance, on ne sait pas où elle est. On sait qu'elle a pu se rendre en Norvège pour récupérer son prix d'ailleurs un petit peu tardivement. Mais l'opposition, en tout cas, les représentants ne sont pas au Venezuela. Ça, c'est le premier point. On rappelle malgré tout, parce que c'est vrai qu'on peut être frappé, choqué de cette façon de faire, d'aller capturer un leader. Ça ne veut pas dire que Maduro était un leader tout à fait correct, lui non plus. L'opposition, vous voyez, a dû être en exil. Il n'y avait pas de liberté de la presse. Nos confrères et collègues qui essayent de se rendre au Venezuela, c'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas si c'est plus simple pour les chercheurs, mais pour nous journalistes, c'est extrêmement compliqué. Donc forcément, après la capture de Maduro, qu'est-ce qu'on a vu dans les rues de Caracas? Des populations qui étaient pro-Maduro, qui montraient les photos, parce que quelque part, il n'y a pas d'autre voie possible pour l'instant. Malgré tout, malgré cette capture, vous voyez que le pays n'est pas encore libéré. Ouais. Et merci, vous avez répondu par avance à un certain nombre de questions. On vient de voir s'afficher celle de Sébastien qui nous écrit de Lisieux. Merci de participer. N'hésitez pas à flasher le QR code. Là, on va parler de pétrole tout de suite. Donc, si vous avez des questions autour de ce thème-là, on y va, puisque c'est l'une des justifications par Donald Trump. Il y a la défense de la démocratie, la lutte contre le narcotrafic, il y a ces deux-là. Et puis, il y a le sous-texte qui est apparu assez vite quand même. C'est la question du pétrole vénézuélien. On en parle tout de suite avec Alexandre Poussard. Le voilà, Alexandre. Depuis 10 minutes que je vous promets. Bienvenue, bonsoir et bonne année à vous aussi, évidemment. Donald Trump qui donc convoite ces réserves de pétrole du Venezuela qui sont gigantesques. Et oui, en fait, Donald Trump a mis la main sur la plus grande station essence du monde. Cette formule prononcée hier par Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre français, résume bien la situation. En effet, le Venezuela dispose dans son sous-sol de la plus grande réserve pétrolière de la planète, avec 300 milliards de barils qui sont estimés. C'est plus que l'Arabie Saoudite, que l'Iran ou encore que l'Irak, et c'est 6 fois plus que les réserves pétrolières américaines. Mais ces réserves vénézuéliennes sont peu exploitées. Le Venezuela n'est que le 21e producteur de pétrole au monde, avec quelques 900 000 barils produits par jour. Une production qui a d'ailleurs chuté depuis les années 2010. 2,6 millions de barils étaient produits chaque jour en 2011. Alors cette chute de la production, elle a plusieurs explications. Selon le professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine, Patrice Geoffron, interrogé par mon collègue Steve Jourdain, eh bien d'abord il faut rappeler que la compagnie nationale pétrolière vénézuélienne, PDVSA, est exsangue, manque de maintenance, fuite des compétences, corruption, absence d'investissement. À cela s'ajoute aussi la pression américaine avec l'embargo, les sanctions et les restrictions financières mises en place sur le pétrole vénézuélien. Alors vous avez dit 300 milliards de barils, c'est 300 millions 300 000 millions, donc 300 milliards. 300 milliards, ok, donc, parce que j'avais un petit doute en voyant l'infographie. Donald Trump a clairement annoncé que les compagnies pétrolières allaient prendre les commandes de l'exploitation de ces réserves. Oui, le président américain l'a annoncé samedi lors de sa conférence de presse à la suite de la capture du président Nicolás Maduro. On écoute Donald Trump. Nous allons reconstruire les infrastructures pétrolières, ce qui coûtera des milliards de dollars qui seront directement pris en charge par les compagnies pétrolières américaines. Elles seront rémunérées pour ce qu'elles font. Le pétrole va circuler comme il se doit. Tout sera géré de manière très judicieuse, très équitable. Les gens vont gagner beaucoup d'argent. Alors il y a ce que dit Donald Trump et ce qui est possible. Est-ce possible que les grandes compagnies pétrolières américaines prennent tout simplement le contrôle des réserves vénézuéliennes? Alors pour l'instant, cela paraît difficile à imaginer. Selon l'économiste Patrice Geoffron, l'exploitation du pétrole vénézuélien nécessiterait au minimum 100 milliards de dollars d'investissement. Cela suppose des conditions très lourdes en matière de stabilité politique, de sécurité juridique et également d'infrastructures pétrolières. Or, il ne suffit pas de renverser Nicolás Maduro pour créer un environnement favorable aux investissements.
investisseurs, d'autant que les compagnies pétrolières américaines ont subi par le passé des mésaventures au Venezuela avec plusieurs périodes d'expropriation. D'abord dans les années 70 et une grande vague de nationalisation avec la création de l'OPEP, l'organisation des producteurs de pétrole. Et puis la seconde vague d'expropriation dans les années 2000 sous Hugo Chavez qui a renégocié complètement à la baisse les contrats avec les compagnies étrangères. Et résultat, en 2007, les compagnies américaines ExxonMobil et ConocoPhillips ont quitté le Venezuela. Pas sûr que ces compagnies américaines retournent de sitôt dans ce pays pour y injecter tout de suite des dizaines de milliards de dollars. Merci beaucoup. Alexandre, je commence avec vous, Maud Kessar. En matière de pétrole, est-ce que Donald Trump prend ses désirs pour la réalité, en quelque sorte? Est-ce que je retiens, moi, de la chronique d'Alexandre? Je pense qu'il poursuit sa logique, et une logique qu'il a formalisée dans les documents stratégiques, les rares documents stratégiques, les deux que l'on a pu avoir portés à notre connaissance. Donc notamment la fameuse NSS 2025, c'est-à-dire la sécurité nationale le document de sécurité nationale américain, et qui dit clairement qu'il ne parle pas simplement que des Européens ou des sphères d'influence, qui dit aussi très clairement notre priorité, c'est de sécuriser notre base industrielle, de se réapproprier de l'énergie pour faire tourner notre économie, parce que la sécurité économique, c'est la priorité de l'administration Trump. Et il n'y a pas de sécurité économique et commerciale si on ne la sécurise pas aussi un petit peu par la force. Donc ici, on a une pleine démonstration de la conception trumpienne de ce qu'on appelle le nexus sécurité-commerce ou sécurité-défense. Donc une acception trumpienne qui peut simplement dévoyer le rôle de l'armée pour sécuriser les intérêts économiques par la force. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que l'appétence de Trump pour le pétrole, c'est l'arbre qui cache la forêt dans cette histoire, on est bien d'accord. Et la grande logique, c'est que s'il y a une chose que Donald Trump a bien compris, comme toute son administration, c'est que les Américains ont peut-être 20 ou 25 ans de retard sur la possibilité d'avoir une vraie géopolitique des ressources dans cette région d'Amérique latine, c'est-à-dire de pouvoir rentrer véritablement en concurrence avec ce que le compétiteur chinois a mis en place depuis plus d'une vingtaine d'années dans plusieurs États d'Amérique latine, en prépositionnant en fait la possibilité d'exploiter notamment du lithium, pas que du pétrole. Et ça, c'est très important quand on fait de la tech. Et le coup d'après, pour la Chine, c'est d'implanter des data centers. Et ça, je pense que dans l'entourage de Trump, quand on n'a pas des complotistes, on a quand même des gérants de la big tech qui ont bien soufflé au président que ce qui était au cœur en fait du pouvoir et de la puissance à l'international, c'est d'être capable d'alimenter la tech. Et pour alimenter la tech, il faut de l'énergie, pas que du pétrole. Donc c'est plus rattraper un retard. Hein. C'est ce que je retiens de ce que vous venez de dire, notamment sur la Chine. Une réaction, question de Béatrice de Latranche-sur-Mer. Si le Venezuela est libéré, ce sont ses termes, mais que ses ressources sont exploitées par des entreprises étrangères, est-ce vraiment une libération? Je veux bien votre avis là-dessus, Jean-Jacques Kouriansky, parce que et sur la capacité, je repose un peu la même question, des compagnies pétrolières, des géants du pétrole américain, de retourner au Venezuela malgré leur mauvaise expérience passée. Il y a déjà une entreprise américaine, on l'oublie, qui est présente au Venezuela, c'est l'entreprise Chevron, qui avait reçu une dérogation aux sanctions de la part du Trésor américain à l'époque Biden et qui a été confirmée par Donald Trump. Donc, le président Maduro avait d'ailleurs, avant son enlèvement, avait annoncé qu'il était prêt à accueillir de nouveaux investissements pétroliers des États-Unis. Le président des États-Unis est revenu il y a quelques heures dans la journée sur la nécessité, non pas de rétablir la démocratie au Venezuela, qui est le cadet de ses soucis. Il a dit les élections, on verra plus tard. Il faut un accord avec les autorités en place. Et d'où un accord sur le pétrole. D'où sur le pétrole, évidemment. Parce que ce qui est important, ce qu'il faut bien voir dans le pétrole, c'est que 80% du pétrole Venezuela est dirigé vers Pékin, vers la Chine, ce qui est inadmissible d'un point de vue trumpien, et que d'autre part, le contrôle des réserves du Venezuela permet aussi d'avoir un contrôle sur les prix du pétrole, sur les cours du pétrole. Les États-Unis sont autosuffisants en pétrole, ils sont les premiers producteurs mondiaux, mais le contrôle de ces réserves est un objectif stratégique de la part du président des États-Unis. Oui. C'est sans doute là-dessus que les négociations ont déjà commencé, peut-être avec le pouvoir vénézuélien resté en place, en quelque sorte, M. Barnier. Je voyais par exemple que les
les actions des compagnies pétrolières américaines avaient bien décollé à la bourse de New York aujourd'hui. Alors c'est un signe parmi d'autres, mais on doit quand même le signaler. Alors, je suis pleinement d'accord avec vous, et c'est pas seulement un signe parmi d'autres, il y a quelqu'un qui a le nez vissé sur les cours de la bourse, c'est Donald Trump. Ouais. Je peux vous dire que si vous l'avez remarqué, lui aussi, ce soir, a regardé les cours de la bourse, pas seulement des compagnies pétrolières, mais tout simplement des indices de bourse et de la crypto aussi, parce que vous parliez de la tech, la crypto a explosé. Alors pour ceux qui ont suivi la crypto, ça suit l'actualité trumpienne, ça monte, ça baisse en fonction des actions, et là effectivement ça monte depuis ce matin, et puis même le week-end, parce que ça s'est coté tout le temps. Donc il y a cette question-là. Il y a quand même la question, et je retiens, même si ça a été évoqué rapidement ici sur ce plateau, des investissements nécessaires pour relancer. Oui. On a ce chiffre de 100 milliards de dollars. Moi, j'avais eu au moins en tout cas plusieurs dizaines de milliards de dollars nécessaires pour relancer la production. Parce que c'est une production qui tourne à bas régime, on peut dire ça comme ça, la production. Parce qu'il y a des fuites, il y a des incendies, ils ne savent pas éteindre les différentes failles. On parle quand même de structures qui ont une dimension, la sécurité est très importante. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est que le business, le monde du commerce déteste l'incertitude. Donc effectivement, si Trump veut pouvoir faire revenir ces grandes entreprises, pourquoi pas les entreprises françaises? Il y a eu, je crois, à ma connaissance, Morel et Prom, qui est une plus petite entreprise française de pétrole qui était sur place, ou qui l'est encore. Il va falloir rassurer tout ce monde-là. Il faudra aussi un petit peu de temps, et là, ça va clasher un petit peu, ça ne va pas se coordonner avec la logique de Trump, qui aime beaucoup que les choses se passent très rapidement. Et là, on parle quand même de structures un peu compliquées. Ça pourrait prendre un petit peu de temps. Alors, on a commencé à l'évoquer, mais on va consacrer du temps à la question du droit international. On est en pleine violation du droit international, évidemment. Et qui doit rappeler les règles du droit international? Qui mieux que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies? Écoutez. Dans des situations aussi confuses et complexes que celle à laquelle nous faisons face, il est important de respecter les principes. Le respect de la Charte des Nations Unies et de tous les autres cadres juridiques applicables visant à préserver la paix et la sécurité. Le respect des principes de souveraineté, d'indépendance politique et d'intégrité territoriale des États. L'interdiction de la menace ou de l'usage de la force. Le pouvoir de la loi doit prévaloir. Le droit international dispose d'outils pour traiter des questions telles que le trafic illicite de stupéfiants, les différends concernant les ressources et les préoccupations en matière de droits humains. C'est la voie que nous devons suivre. Évidemment, Anne-Charlène, cette opération américaine au Venezuela, elle multiplie les violations du droit international. Quelles sont-elles ? Alors moi, j'ai eu le vertige un petit peu quand je me suis dit je vais essayer de faire un édito de quelques minutes sur la liste des violations du droit international. On dit c'est 3 minutes, pas plus. Voilà, on va essayer de synthétiser en prenant les plus essentielles et en essayant de comprendre à quel point finalement elles sont existentielles. Et moi, je pense que c'est vraiment ça le point. La première, c'est évidemment le principe de non-recours à la force. Alors ça fait un petit moment, depuis 1945, qu'on avait compris que ce principe n'était pas particulièrement toujours respecté en fonction de l'intérêt des États. Je cite l'Ukraine et Gaza récemment. Mais le postulat est quand même celui de l'interdiction de la simple menace sur l'intégrité d'un territoire par la voie militaire, étant donné que même la Cour internationale de justice a confirmé que c'était un principe, ce qu'elle appelle de droit coutumier. Même un État qui n'est pas partie à l'ONU est censé respecter cette règle élémentaire. Alors deuxième règle, là aussi je pense qu'on touche à l'ADN du droit international, la violation du principe de souveraineté, c'est-à-dire l'existence des frontières. On ne sait plus aujourd'hui s'il existe véritablement de frontières, puisque l'argument qui consiste à dire qu'on va aller désinfecter un État d'un dirigeant qui méconnaît les droits les plus fondamentaux de sa population peut aller très loin. Qu'est-ce qui fait qu'on satisfait les États-Unis et suivant quel standard. Bref, on voit bien dans quel fondement on se lance. Le troisième élément, évidemment le plus spectaculaire, c'est la capture du chef de l'État. On le sait, en droit international, les chefs d'État ont une immunité qu'on peut qualifier de diplomatique en quelque sorte, étant donné qu'ils représentent la souveraineté de l'État. Et alors, quand on parle d'une capture pour aller le juger suivant les règles de sa propre loi, on est ici dans, je dois le dire, vraiment une violation tout à fait historique de ces règles de souveraineté et assez unique en son genre. Et puis on peut revenir aussi sur les arguments utilisés par Donald Trump lui-même et par l'administration américaine. Exactement, et je pense qu'on peut aller un peu plus vite là-dessus, notamment parce qu'on a déjà parlé de l'argument un peu valise du narcoterrorisme qui n'a aucune consistance. Mais il y en a d'autres, comme cette exception de l'intervention humanitaire, et la sous-secrétaire d'ailleurs le rappelle ici, c'est-à-dire que déjà ce droit d'ingérence humanitaire qu'on avait créé dans les années 90 n'existe pas véritablement, mais en plus il est limité au cas de génocide connu, crimes contre l'humanité, des atteintes très lourdes au droit international. Donc évidemment, les conditions
conditions ne sont pas remplies ici. J'ajoute en plus qu'il n'existe pas pour les États-Unis de légitime défense par anticipation préventive que les États-Unis avaient d'ailleurs déjà essayé de filer dans les années 2001-2003. C'est impossible. Il faut une agression, il faut une proportionnalité à une agression armée. Donc aucune des conditions n'est remplie. Et en plus, il faut l'autorisation du Conseil de sécurité. Oui, dans le cas précis. Et alors, si on essaye de qualifier l'action des militaires américains en termes de droit international. Alors là, pour le coup, le droit international est tout à fait utile. D'abord parce que le principe d'un changement de régime autoritaire imposé par l'extérieur et par la force, eh bien, c'est tout simplement une occupation, soyons honnêtes, là, du Venezuela. Autre élément, l'appropriation des ressources. On en a parlé, cette appropriation est totalement illégale et va donc pourrait être constitutive, en tout cas, d'une des violations des principes de la Charte. Autre élément, l'acte d'agression, voire même le crime d'agression, que par plusieurs résolutions l'ONU a créé, la Cour internationale de justice sanctionne aussi, c'est l'idée qu'on ne peut pas attenter à la souveraineté d'un autre État et l'attaquer comme ça avec une violation en plus de son chef de l'État, c'est évidemment un acte d'agression. Donc au final, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que aussi bien politiquement que juridiquement, et même quand on parle avec une certaine forme de réel politique, c'est assez faible de considérer que le peuple vénézuélien est libéré d'un point de vue humanitaire de son dirigeant. Et c'est aussi faible de considérer que finalement l'ONU était déjà affaiblie et qu'on avait déjà des précédents avec l'Irak, étant donné que de ce fait, ça amène aux États l'impression qu'on peut défendre ses propres intérêts avec le droit international. Je rappelle quand même que l'extension du terrorisme au narcotrafic devient très dangereuse sur les termes qui finalement amènent à l'absence de sécurité mondiale, c'est j'emploie le terme. Et je trouve ça toujours un petit peu triste d'avoir à terminer cet édito par l'idée que le premier soldat des Nations Unies, celui qui en a un peu créé l'ADN, va devoir être celui dont on va devoir protéger l'ordre international. Et je cite évidemment les États-Unis. Effectivement, avec cette question qui est la question générale de notre débat, Donald Trump peut-il tout se permettre ? Ça rejoint exactement ce que vous êtes en train de dire. Je vais vous la poser, tiens, d'une façon ou d'une autre à tous les trois. Je commence avec vous. Est-ce que c'est pas la leçon principale qu'on peut tirer de ce qui se passe depuis Il y a un élément qui n'a pas été signalé, qui me paraît assez intéressant, c'est que le président Trump a choisi, pour incarcérer Nicolás Maduro et le faire juger, la ville, le siège des Nations Unies. Il y a quelque part un pied de nez aux Nations Unies dans la décision qui a été prise. Il y a un précédent, il y a un président panaméen qui avait été en 1989 enlevé, mis en jugement, mis en examen, jugé et condamné, mais ça s'était passé en Floride, qui est le lieu où résident la plupart des opposants au gouvernement progressiste d'Amérique latine, et où Marco Rubio est originaire, ainsi qu'un certain nombre d'autres élus du Parti républicain. Là, le choix, c'est New York. Alors, il y a vraiment un pied de nez aux Nations Unies, et il y a également probablement un pied de nez au maire de New York. Il ne faut pas oublier le moment de cette intervention est particulier. Donald Trump venait de subir 2 revers en matière de politique intérieure. Un juge lui a demandé de retirer la garde nationale qu'il avait déployée dans des villes dont les maires sont démocrates, donc des opposants. Et d'autre part, on a assisté à une intronisation très médiatisée d'un maire à New York qui est né en Afrique, d'une famille indienne et qui est musulman. Ce qui correspond à peu près aux critères négatifs qu'il a reprochés aux Européens dans sa feuille de route en matière de politique internationale. Vous, Européens, vous abandonnez vos valeurs fondamentales, vos valeurs originelles, chrétiennes, occidentales. Et là, quelques jours plus tard, on assiste à cette intronisation du maire de New York. Donc, il semblerait qu'il y ait là aussi un pied de nez à l'égard du maire de New York. Ouais. Alors, Donald Trump peut-il tout se permettre ? C'est la puissance sans principe, c'est le thème de l'étude à laquelle vous avez participé pour l'IRSEM. Depuis 35 minutes qu'on débat, j'ai tendance à répondre oui. Et vous ? Alors, complètement, dans la mesure où Donald Trump lui-même, vous vous rappelez, en septembre, se rend donc au siège des Nations Unies et il nous dit l'ONU ne sert à rien. Et il ne sert à rien, pourquoi ? Parce que ça ne sert pas mes intérêts de politique intérieure, mes pouvoirs de police. Donc, bien sûr, Donald Trump a une mince idée du rôle, en fait, des Nations Unies, comme il a une mince idée de tout ce qui représente une organisation multilatérale, fût-elle de sécurité ou d'autres choses, et qu'il les a en horreur. Donc, effectivement, on assiste aujourd'hui à un torpillage en règle de l'espace normatif international qui était là effectivement pour sécuriser les relations internationales. Là, en fait, Donald Trump, avec l'opération vénézuélienne,
ouvre finalement le banc d'une nouvelle brutalité, voire d'une sauvagerie dans les relations internationales, en détruisant totalement en fait les normes que les États-Unis ont contribué à construire depuis 1945, et donc cet ordre international libéral, ce qui peut être particulièrement déstabilisant pour nous Européens, mais je pense que là la démonstration est assez magistrale et que maintenant il va falloir pouvoir serrer les rangs entre démocratie libérale. Et c'est d'ailleurs pour ça que la première réaction du président français a créé pas mal de remous. Ce tweet d'Emmanuel Macron: le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature Maduro et ne peut que s'en réjouir en confisquant le pouvoir, en piétinant les libertés fondamentales. On va voir ce tweet. Nicolas Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. D'autres déclarations dans la foulée d'Emmanuel Macron. Mais il manque à se communiquer une phrase rappelant l'attachement de la France au respect du droit international. Anne-Charlène. Qu'avait d'ailleurs eu son ministre des Affaires étrangères quelques heures avant. Oui. D'où vraiment l'idée. Et qui parle d'ailleurs d'un principe, je le cite, fondement du droit international public. Et d'ailleurs, ça a amené la porte-parole du gouvernement à prononcer, après le Conseil des ministres, la phrase que le président aurait dû intégrer à son communiqué. Un point ensuite sur le Venezuela, pour rappeler la position de la France, qui est claire. D'une part, nous défendons le droit international et la liberté des peuples. La méthode employée n'est ni soutenue ni approuvée. Deuxièmement, le départ de Maduro est une bonne nouvelle pour le peuple vénézuélien. C'est un dictateur qui a confisqué sa liberté au peuple vénézuélien et qui a volé les élections de 2024. À l'instant, on apprend que Nicolas Maduro plaide non coupable devant le tribunal de New York, devant lequel il a été présenté. Non, mais je trouve ça très intéressant parce que vous nous dites bonne chance. Dans quel cadre juridique tout ça est en train de se placer? C'est ce qui est en train de se jouer, quoi. Donner alors j'allais être assez dur, un vernis juridique à la situation. C'est absolument ça, et je pense que c'est très déstabilisant quand on est juriste, puisqu'on est rigoureux. Or, l'administration Trump 2, comme l'administration Trump 1, mais 2 en particulier, c'est l'administration de la post-vérité. Donc si on doit réécrire la Constitution américaine, pourquoi pas? Si on doit l'interpréter en interprétant de manière complètement extensive les différents pouvoirs impériaux du président, eh bien, faisons-le. Et on sait très bien que pour plaire à Trump, que l'on soit juriste ou économiste, quand on est expert, on doit tordre le droit comme on doit tordre même les règles économiques les plus élémentaires pour faire plaisir au président et arriver à des documents pseudo-juridiques. Ouais. Il y en a déjà beaucoup qui circulent et qui sont issus de l'administration Trump et qui n'ont rien à voir avec des règles de droit. D'autres mots de Nicolas Maduro cités par les médias américains: je suis toujours le président de mon pays, je suis innocent, je ne suis pas coupable. Anne-Charlène. Alors, c'est vrai, il est toujours le président de son pays. En l'absence de nouvelles élections, lui est reconnu par son peuple. Il y a une présidente par intérim. C'est vrai qu'on parlait des torsions du droit et à la fois. Tout est quand même un peu fait dans les règles, étant donné qu'on ne s'est pas méfié. Mais le 7 août 2025, le président Trump arrive quand même à faire qualifier les organisations dont le président Maduro fait partie d'organisations internationales terroristes. Donc, le fondement juridique est là, c'est-à-dire, au fond, je ne suis pas du tout venu envahir un autre État, étant donné que c'est tout simplement un nettoyage d'un narcotrafiquant. Et je pense en plus que les images vont dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on veut jouer absolument le jeu de la juridictionnalisation à travers ce principe du narco. C'est son élargissement qui me semble être tout à fait dangereuse, en effet. Oui, avec effectivement, je reviens sur la question de qui est le président. Elle est pas neutre, Hélène Barnier, parce que de la réponse dépend l'organisation de nouvelles élections au Venezuela. Il faut que la vacance du pouvoir soit décrétée d'une certaine façon. Alors, de deux choses l'une, et j'en référais aussi... Oui, je me tourne vers Jean-Jacques Rodjanski qui a peut-être plus de détails. La présidente est une présidente provisoire, disons, pour 3 mois. 3 mois renouvelables, et au terme de ces 3 mois renouvelables, elle a 30 jours pour organiser des élections. Tout cela sous le contrôle du tribunal supérieur du Venezuela, qui est composé de juges qui ont été nommés par Nicolas Maduro. Donc ils sont susceptibles de proposer une interprétation élastique du mandat de la présidente de fait. Cela dit, elle n'est pas sous pression de Trump sur cet aspect-là.
Trump a déclaré aujourd'hui que... Ça l'arrangerait presque qu'elle reste en place, voilà. d'une certaine façon. En revanche, il y a un point sur lequel vous avez insisté tout à l'heure et qui me paraît intéressant. Vous dites qu'il faut serrer les coudes pour la société internationale pour essayer de rétablir le droit international, le remettre sur rail. Oui, il y a une question. Allez-y, continuez. Marie de Châtillon qui dit comment se fait-il que Donald Trump ne soit pas sanctionné. Et le constat qu'on peut faire, c'est que les réactions se font en ordre dispersé, sont fragmentées. En Amérique latine, en Amérique en général, puisque Donald Trump s'intéresse beaucoup au Canada et au Groenland, tout autant qu'à Panama et au Venezuela, et aussi en Europe. C'est-à-dire au moment où le président français faisait une déclaration en disant bon au fond si un dictateur qui tombe c'est pas une mauvaise nouvelle, le président ce qu'on peut entendre, il manque juste attention aux conséquences en matière de respect du droit international. Peut-être même le mettre en premier. Même le mettre en premier, Anne-Charlène. Le président du gouvernement espagnol, lui, a participé à l'élaboration d'un communiqué, d'une espèce de front commun pour la défense du droit international avec le président du Brésil, de la Colombie, du Mexique, de Cuba et de l'Uruguay. Et donc, et les Danois, évidemment, qui sont en première ligne sur l'affaire du Groenland, sont aussi, voilà. Parlons-en du Groenland et on va, commencer par redonner la parole à Donald Trump, qui était toujours dans son avion présidentiel, Air Force One. Il a rappelé ce qu'il dit depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche. Oui. Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale et le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper. Alors Ben Barnier, vous nous parliez des obsessions de Donald Trump, en voilà une autre. Énorme. Et c'était une énorme surprise pour tous ceux qui suivent la politique américaine. Parce qu'on pensait que Trump c'était vraiment le deal maker, celui qui fait des affaires mais qui ne se mêle pas d'aller envahir les pays, les autres pays, etc. Et le Groenland c'est arrivé très très vite. Dans Trump 2, tout de suite il a fait une obsession sur le Groenland. Honnêtement, on ne l'avait pas vu venir parce que ça n'était pas un thème de campagne important. Encore une fois, contrairement à Maduro, qui était une obsession de longue date, forcément on se sent concerné de très près. Parce que c'est le Danemark c'est l'Union européenne, donc on est quand même on est inquiété de très près et c'est vrai qu'on est embêté. On a suivi tout ce week-end d'ailleurs les réactions alors de l'Union européenne mais aussi de la France avec une espèce de est-ce que c'est une cacophonie, je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi la nécessité malheureusement dans le monde dans lequel on vit de ne pas froisser Trump. Regardez Zelensky qui a faiblement résisté à Trump et à J.D. Vance qui s'est fait humilier publiquement. Donc c'est peut-être plus possible. En fait, et pour reprendre cette question que vous posiez, est-ce que Trump peut tout faire ? On a l'impression de regarder une partie de foot et puis il y a le meilleur joueur qui commence à casser le genou d'un des adversaires et puis ça passe et puis il tord le bras de l'autre, il met une gifle à l'arbitre et puis tant que ça passe, ça passe. Donc là, je crois... Et c'est ce que j'essaye de faire, je crois que ce qu'on essaye de faire collectivement, de raison garder, d'essayer d'analyser ça calmement, parce qu'on ne peut pas juste laisser passer, se dire ça c'est une nouvelle bizarrerie de Trump. Là, il y a quelque chose qui s'est passé ce week-end et il va falloir quand même collectivement, en tant que société, trouver une réaction, une réponse qui respecte le droit international. Ce qui ne veut pas dire que Maduro était quelqu'un de bien, pas du tout. Mais il y a un basculement là qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est intéressant, et je vais terminer avec cette question de Katia, qui nous écrit des Alpes-Maritimes, qui se pose la question de la France, qui dit, après tout, Donald Trump pourrait-il décider d'attaquer la France pour voler ses ressources ? Si cette porte-là est grande ouverte, Maud Kessar, jusqu'où Donald Trump peut-il aller ? Alors Donald Trump déjà menace véritablement de s'attaquer effectivement à un territoire de l'Union européenne, et ça c'est effectivement ce qu'il faut le retenir. La France fait partie de l'Union européenne aussi. Donc le Danemark, le Groenland, c'est le Danemark, donc c'est l'Union européenne, mais c'est même l'OTAN. Absolument, et donc l'OTAN, donc comme le disait Anne-Charlène Bézina tout à l'heure, aujourd'hui c'est jouer contre son camp, ça veut dire en fait finalement torpiller l'alliance alors que les États-Unis sont un des piliers de cette alliance transatlantique, mais toujours sous couvert d'un récit de légitimation, et je pense que ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, puisque dans le récit trumpien, il y a aussi, attention, moi je vais rétablir le vote et ceux qui ont été spoliés. Et ça, c'est un récit très états-unien, celui du style de vote du 6 janvier, c'est demain, le 6 janvier, et c'est pas un hasard du calendrier. L'assaut sur le Capitole. L'assaut sur le Capitole, pendant 4 ans, Trump nous a dit qu'il avait été spolié donc, de sa réélection. Il a dit que les élections au Venezuela n'étaient pas légitimes. Ça fait partie... Et donc, il pourrait dire, effectivement, que tout ce qui se passe ailleurs n'est pas légitime. On est dans ce monde de la post-vérité et ceux qui suivent Trump vivent dans ce monde-là. Il va falloir vraiment s'y habituer. Merci beaucoup. Merci à tous et à très bientôt sur ce plateau. À très bientôt sur Public Sénat.